L'histoire commence lorsque le roi démon lance une invasion totale du monde entier. Cette invasion entraîne la chute de nombreuses nations, y compris l'Empire de Gargane, qui possède la plus grande population de guerriers humanoïdes. Alors que les humains, les elfes et les nains se retrouvent peu à peu acculés, au bord de l'extinction, ils sont forcés de prendre des mesures désespérées. Ils unissent toutes leurs forces et combattent les démons comme s'il n'y avait plus de retour possible. Parmi eux, émerge une escouade suicide qui parvient à infiltrer le château du roi démon dans une ultime tentative pour l'éliminer. Après une bataille longue et éprouvante qui scelle le sort de l'humanité, le roi démon est finalement vaincu et les héros de l'escouade suicide s'apprêtent à s'échapper. Du moins, jusqu'à ce qu'ils tombent sur quelque chose d'encore plus sinistre. Ils découvrent une femme enchaînée, gardée par deux démons d'une puissance monstrueuse. L'un des héros, Théron, semble reconnaître la fille emprisonnée et décide de rester en arrière, demandant à ses deux coéquipiers, Kyle et Ursa, de partir sans lui, ce qu'ils font. Mais alors qu'ils tentent de sortir du château, ils pénètrent dans une salle où est entreposé un mystérieux cristal écarlate. Le héros, Kyle, commence à s'en approcher quand plusieurs orbes magiques frappent depuis le plafond. Bien qu'il parvienne à bloquer la plupart des attaques avec son épée, l'une des orbes le touche de plein fouet, le rendant complètement vulnérable. C'est alors qu'Ursa, sa camarade mage, s'interpose devant lui et utilise le dernier fragment de son pouvoir pour le protéger, se sacrifiant pour lui sauver la vie. Alors qu'Ursa disparaît dans le néant, l'assaillant ailé et mystérieux finit par se dévoiler face à Kyle. Débordant de rage et de chagrin, Kyle fonce dans une tentative désespérée de vengeance. Mais même après avoir porté un coup, son attaque ne produit aucun effet. Le démon ailé lance alors sans relâche des plumes magiques renforcées, mortelles, ne laissant à Kyle aucune chance de riposter. L'esprit de l'épée de Kyle l'informe que la technique utilisée par le démon se nomme « Élimination », un sort de haut niveau, imparable, qui détruit tout sur son passage. Sachant qu'il ne survivra pas à la prochaine attaque, Kyle prend une décision désespérée. Il décide de libérer toute la puissance du joyau de son épée. L'esprit de l'épée ne s'y oppose pas, prêt à tout pour protéger son porteur digne de ce nom. Kyle active son attaque ultime, déchaînant toute l'énergie contenue dans le joyau et frappe le démon de toutes ses forces. Sa lame transperce l'ennemi, mettant fin à la vie du démon, ainsi qu'à celle de l'épée. Le silence s'installe et Kyle réalise qu'il est le seul survivant de la bataille. Même si la paix est enfin restaurée, il ne lui reste plus rien. Son foyer, ses amis, ceux qu'il aimait, aucun n'a survécu. N'ayant plus aucune raison de vivre, il s'effondre au sol, prêt à abandonner. Mais de nulle part, le cristal écarlate commence à briller de façon incontrôlable. Sentant le danger, Kyle puise dans ses dernières forces pour se redresser et s'approche du cristal, afin d'empêcher qu'il ne fasse quoi que ce soit qui puisse nuire à l'humanité. Mais au moment où il le touche, tout devient noir. Lorsque Kyle reprend conscience, il se retrouve allongé dans son lit, dans sa propre chambre. Mais comment cela est-il possible? À la recherche de réponses, il se précipite vers la fenêtre et aperçoit sa ville au loin, celle qui aurait dû être en flammes, réduite en cendres, parfaitement intacte. Alors que des larmes coulent sur ses joues, il est convaincu qu'il s'agit d'un rêve cruel créé par son esprit. Puis la porte s'ouvre. Son ami d'enfance, Liez, entre calmement et lui dit de descendre tout de suite, car il dort depuis bien trop longtemps. Kyle la fixe, incrédule. Liz, bien sûr, ne comprend pas ce qui se passe. Elle suppose qu'il agit bizarrement parce qu'il a mal au ventre et s'approche pour voir si tout va bien, mais Kyle la prend alors dans ses bras, la serrant fort, submergée de joie à l'idée de la revoir vivante. Elle rougit et lui demande s'il est ivre ou quoi. Elle tente de s'éloigner, mais Kyle la serre encore plus fort. Ils finissent par tomber tous les deux sur le lit, ce qui laisse Kyle complètement embarrassé. Liez, reprenant finalement un peu de contrôle, le repousse violemment et lui assène un coup de poing dans le ventre. Elle hurle sur Kyle, lui disant que, quoi qu'il lui ait fait à l'instant, elle a besoin de temps pour digérer tout ça et qu'elle doit se préparer mentalement avant de pouvoir lui donner une réponse. Après avoir dit cela, elle le traite de astérisque, bouca astérisque et s'enfuit de sa chambre en courant. Kyle, toujours plié en deux, se tenant le ventre de douleur, réalise soudain qu'il n'est pas censé ressentir la moindre douleur, puisqu'il est censé rêver. Ce qui signifie que, quoi que cela soit, c'est bien réel. Il remarque quelque chose sous sa couverture, et en la soulevant, il découvre le cristal écarlate posé là.
Il comprend alors que c'est ce cristal qui lui a permis de revenir dans le passé, avant même que l'invasion ne commence. En se regardant dans le miroir, Kyle remarque qu'il est bien plus jeune qu'avant. Il examine son corps et constate qu'il n'a aucune blessure, ce qui renforce son intuition. Il ne rêve pas. Jetant un coup d'œil par la fenêtre, il voit que la Terre est redevenue normale, et puisque Lysée, l'amour de sa vie, est toujours en vie, il en conclut qu'il a bel et bien été renvoyé dans le passé. Cette pensée le pousse à observer la pierre magique de plus près. Mais il doute encore qu'elle ait réellement le pouvoir de le ramener dans le temps. Alors qu'il réfléchit à tout cela, son ventre gronde de faim et il se précipite hors de sa chambre pour trouver quelque chose à manger. Par chance, il est accueilli par une table remplie de plats, tous préparés par Lise. La vue de ce repas lui rappelle l'époque où Lise venait toujours chez lui pour aider sa mère à cuisiner. Sans perdre de temps, il s'installe et dévore chaque assiette les unes après les autres. Peu après, il finit par engloutir tout ce qui se trouvait sur la table. À ce moment-là, son frère, Théron, entre dans la salle à manger pour prendre son petit déjeuner. Cependant, il est accueilli par une table aussi vide que la tête de son frère. L'idée que Kyle ait pu tout manger à lui seul choque Théron, mais il choisit de laisser passer, car ce jour-là, c'est l'anniversaire de Kyle. Même si Kyle ne considère pas cela comme un cadeau d'anniversaire digne de ce nom, le fait de voir Théron lui rappelle qu'il combattait côte à côte juste avant sa mort. Mais le frère affamé s'en va chercher une solution à sa faim. De son côté, Kyle comprend enfin qu'il est bel et bien revenu dans le passé. Pour obtenir des réponses, il décide alors d'aller poser quelques questions à sa mère. Comme elle le faisait toujours dans sa vie précédente, la mère de Kyle passe son temps dans leur bibliothèque souterraine. Elle avait lu toute la nuit et avait complètement perdu la notion du temps. Ignorant ce détail, Kyle lui pose directement sa question. Puisqu'elle était une archimage, il pensait qu'elle serait capable d'y répondre. Il veut savoir s'il existe un sort de voyage dans le temps, et elle lui révèle que oui, un tel sort existe. Cependant, avant qu'il n'ait le temps de se réjouir, elle lui explique à quel point ce genre de sort est rare. Elle l'informe aussi que ce sort ne peut être utilisé, car il requiert une quantité immense d'énergie magique, une puissance que même les mages les plus puissants ne possèdent pas. À ce moment-là, il lui demande s'il est possible qu'un artefact magique puisse servir de catalyseur pour stocker une telle quantité de magie, et elle confirme que c'est bien le cas. Cependant, un tel pouvoir exigerait qu'il provienne d'un être ayant vécu pendant plusieurs siècles. Il existe aussi la possibilité de générer une telle puissance à travers la mort de centaines de personnes. Dans ce cas précis, les morts causées par les démons ont entraîné un transfert massif de magie vers la pierre magique, celle-là même qui avait permis à Kyle de revenir dans le passé. Et toi, que ferais-tu avec une telle pierre si elle te tombait entre les mains? Pendant que tu réfléchis à cette question, la mère de Kyle apporte un livre contenant l'illustration du seul artefact magique capable de stocker une telle puissance. Comme il s'y attendait, la pierre magique qu'il tient en main est exactement celle qui figure dans le livre. Il s'agissait du légendaire cœur du dragon divin, disparu depuis plus de 1000 ans. Cela répond parfaitement aux questions de Kyle, qui est heureux d'avoir enfin pu discuter de tout cela avec sa mère, chose qu'il n'avait plus pu faire depuis sa mort dans sa vie précédente. Elle est ravie de voir à quel point il a mûri, sans se douter une seconde qu'elle parle à un fils âgé en réalité d'une dizaine d'années de plus. Lorsque leur session de questions-réponses se termine, elle se lève pour aller manger. Mais lorsqu'il l'informe qu'il ne reste plus rien à manger, elle n'a d'autre choix que de lui offrir le repas comme cadeau d'anniversaire, tout comme Théron l'avait fait plus tôt. À ce stade, je suis tentée de croire qu'ils sont simplement fauchés. Plus tard, Kyle se rend dans un endroit tranquille. Là, il observe encore une fois la pierre magique. Il imagine ce que son ancien lui aurait voulu qu'il corrige. C'est alors que Diesel arrive et il s'excuse immédiatement pour ce qui s'est passé le matin même. Il prétend avoir fait un rêve étrange qui l'a poussé à la serrer ainsi, ajoutant qu'elle avait été isquédée dans son rêve. En entendant cela, elle croit sincèrement qu'il tient à elle et elle lui pardonne. Puis, elle lui souhaite un joyeux anniversaire. En regardant dans ses magnifiques yeux, il se rappelle l'événement tragique qui a conduit à sa mort. Apparemment, leur ville était la plus proche du territoire démoniaque, et lorsque les démons ont lancé leur attaque contre les humains, c'est leur village qui fut le premier à tomber. L'image bouleversante du moment où elle a rendu son dernier souffle lui revient en mémoire, et il se souvient du serment qu'il avait fait de venger sa mort. Perdu dans ses pensées, il est soudain ramené à la réalité par la voix de Diesel. Tous deux s'installent côte à côte face au soleil,
Mais Kyle se souvient que dans 3 ans, ils devront affronter le chaos provoqué par l'attaque démoniaque. Il décide alors de tout faire pour empêcher que cela ne se produise, quitte à tout risquer pour ne pas perdre à nouveau ceux qu'il aime. Il est déterminé à changer son destin et celui des humains. Mais bon, devait-il vraiment se lever comme ça et le dire à voix haute, façon pseudo-héros dramatique? Plus tard dans la nuit, Kyle passe son temps à noter tous les événements futurs dont il se souvient. Il envisage de prévenir les gens de l'attaque démoniaque imminente, mais il est convaincu que personne ne le croira. Puisqu'il n'a pas cette option, il est résolu à tuer le roi démon lui-même, même s'il n'est actuellement rien d'autre qu'un faible pitoyable comparé à son ancien moi. Quoi qu'il en soit, il prend son épée et décide de tester ses capacités pour voir s'il a encore une chance. Kyle commence à s'entraîner avec son épée, s'imaginant face au démon ailé qu'il a tué dans sa vie précédente. Même s'il parvient à esquiver certaines attaques, il se fait encore toucher et réalise qu'il est loin d'être prêt à devenir le sauveur du monde. Heureusement, il lui reste encore 3 ans avant le début de la grande invasion. Il décide donc de prendre enfin l'entraînement à l'épée et à la magie au sérieux, ce qu'il n'avait pas fait la dernière fois. En utilisant des sorts comme astérisque, renforcement, astérisque et célérité, il augmente S et statistiques et remarque qu'il se sent plus puissant que d'habitude, ce qui l'amène à se demander si sa puissance magique n'a pas augmenté grâce au pouvoir du cristal cramoisi. Quoi qu'il en soit, il poursuit son entraînement. Et maintenant, avec une vitesse améliorée, il parvient à esquiver presque toutes les attaques du démon ailé. Mais alors qu'il s'apprête à réduire la distance entre eux, il se fait frapper et projeter au sol. Il comprend alors que son corps actuel n'est pas encore habitué à la force que lui confère sa magie, mais il doit continuer s'il veut affronter l'apocalypse. Pendant ce temps, Théron et Lysée l'observent en secret, cachés derrière des buissons, et commencent à se demander ce qui a bien pu prendre à cet idiot tout d'un coup. La mère de Théron, mademoiselle Layla, arrive pour voir comment va son fils ces derniers temps et demande à Lise s'il se comporte bien. Lise le dénonce sans hésiter. Non seulement il ne subvient pas à ses besoins, mais en plus, il la supplie chaque jour de lui donner à manger. Layla promet d'en discuter plus tard, car ce qui l'intéresse vraiment, c'est Kyle. Elle ne peut s'empêcher de remarquer que quelque chose a changé dans son style de combat. Quelque chose de sérieux. Elle demande à Lise et Théron s'il s'est passé quelque chose d'important. Et à ce moment-là, Lise se souvient du regard vide que Kyle avait la veille. Ni Lise ni Théron ne savent ce qui a pu se passer. Mais Layla est convaincue que la seule chose capable de transformer un adolescent du jour au lendemain, c'est qu'il soit tombé amoureux. Lise est choquée par cette théorie, et persuadée qu'il ne s'agit pas d'elle, elle s'avance immédiatement vers Kyle et lui ordonne d'avouer avant qu'elle ne le passe à tabac. Évidemment, Kyle ne comprend rien à ce qu'elle raconte, et comme il n'avoue rien, elle met sa menace à exécution et le tabasse. Pour se faire pardonner d'avoir frappé ce pauvre innocent, Lise lui prépare un bon petit plat pour le déjeuner, auquel Layla et Théron ont aussi droit. Kyle révèle que Layla est son maître, et maintenant qu'elle est là, il pose une question à tout le monde. Connaissent-ils quelqu'un d'assez influent pour contrôler plusieurs nations de ce monde? Théron pense que seuls les rois possèdent un tel pouvoir, tandis que Lise estime que les prêtres les plus haut placés ont une certaine influence de ce genre. Enfin, Layla pense que le héros Randolph, celui qui a vaincu le roi démon il y a 300 ans, a suffisamment de prestige pour se faire entendre dans de nombreuses nations. La raison pour laquelle Kyle leur pose cette question, c'est parce qu'il souhaite devenir quelqu'un comme ça. Mais honnêtement, il sait que ses chances sont minces. Tout ce qu'il peut espérer devenir dans les 2 ou 3 prochaines années, c'est un héros, à condition de travailler dur, très dur. Tendu, il se lève brusquement, laissant les autres se demander si cet idiot ne s'est pas pris un coup sur la tête. Plus tard dans la nuit, Kyle s'installe avec des dizaines de livres issus de la bibliothèque de sa mère. Il essaie d'accumuler un maximum de connaissances pour l'aider à devenir un héros. Théron vient dans sa chambre, ayant appris les intentions de Kyle, et lui donne les conseils les plus génériques possibles sur le fait de devenir fort. Mais Kyle réplique que la force seule ne suffit pas. Un héros a aussi besoin d'argent, car voyager et partir à l'aventure coûte cher. Il lui faut aussi des relations avec des personnes puissantes qui peuvent l'aider sur le plan politique. Et enfin, ce dont un héros a le plus besoin, c'est de chance. Théron comprend, mais
Ce qu'il ne saisit toujours pas, c'est pourquoi Kyle veut à tout prix devenir un héros. Ce n'est pas de la curiosité, c'est juste qu'il a l'intuition que le véritable objectif de Kyle est ailleurs, et que devenir un héros n'est qu'une étape. Kyle est impressionné par l'intuition de Theron, mais il ne peut toujours pas révéler ses vraies raisons. Il lui demande donc simplement de lui faire confiance. Theron lui souhaite alors bonne chance et quitte la chambre. Une fois enfin seul, Kyle reprend sa lecture et tombe sur des informations utiles qui pourraient l'aider à gagner de l'argent. Il prévoit également de rencontrer une certaine femme. Une rencontre cruciale, selon lui, qui pourrait l'aider à devenir un héros. Le lendemain matin, il annonce à Layla et à Theron, pendant le petit déjeuner, qu'il partira en voyage dans 2 jours. Layla est surprise par la volonté et la détermination de Kyle et lui demande s'il en a parlé avec sa mère. Il acquiesce, ajoutant qu'elle a beaucoup pleuré. Layla décide alors de forcer son bonarien de fils à accompagner Kyle dans son aventure, ce qui réjouit ce dernier, puisqu'il comptait de toute façon emmener Theron avec lui. Devant Theron, Layla plaisante en disant qu'il fera un excellent bouclier humain, et Kyle ajoute qu'il est effectivement parfait en tant que pion sacrificiel. Une fois les annonces faites, après le petit déjeuner, Kyle va informer Lise, qui, visiblement bouleversée, n'arrive même pas à le regarder. Quand elle apprend qu'il compte se rendre à la capitale royale pour y acquérir de l'expérience professionnelle, elle demande à venir avec lui, mais Kyle refuse catégoriquement, ne voulant pas la mettre en danger. Pourtant, elle insiste, affirmant qu'elle ne sera pas un fardeau puisqu'elle a reçu un entraînement auprès des guerriers oraculaires. Sachant qu'il ne pourra pas la faire taire, Kyle l'embrasse alors, puis lui promet qu'à son retour, il viendra la voir en premier et qu'ils reprendront exactement là où ils se sont arrêtés. Liese reste sans voix, peinant à retrouver son calme. Elle lui fait promettre de ne rien faire de stupide et de revenir sain et sauf. Sous les arbres, ils partagent une longue étreinte silencieuse. Comme un long voyage l'attend, Kyle doit commencer ses préparatifs. Il décide d'aller au marché et emmène Lise avec lui. En chemin, il s'excuse de lui avoir causé du souci, mais elle lui répond que ce n'était pas vraiment du stress. Soudain, son regard se pose sur une jeune femme d'une grande beauté. C'est une elfe, et elle attire son attention sur cette beauté singulière. Lorsque l'elfe se tourne vers eux, Lise ne peut s'empêcher de noter à quel point elle est splendide. Kyle la reconnaît aussi. C'est Urza. Il s'approche d'elle, cherchant le meilleur moyen de se présenter à nouveau. Il se souvient que, dans sa première vie, elle lui avait un jour révélé son véritable nom, un secret précieux. Et il pense que l'utiliser est la meilleure façon d'établir un lien. Il l'appelle par ce nom, *XS*. Mais il réalise aussitôt que c'était une erreur monumentale. À cette époque, seuls 3 êtres au monde connaissent son vrai nom, ses 2 parents et elle-même. Elle le perçoit donc immédiatement comme une menace. Kyle tente de la calmer, mais connaissant sa personnalité, il sait qu'elle risque de faire un scandale. Alors il prend une décision radicale. Il prononce son véritable nom à voix haute, l'endormant instantanément. Elle s'effondre contre lui, paisible, endormie. Kyle pousse un soupir de soulagement. L'incident est évité. Mais derrière lui, Lise bouillonne de rage. Lise l'accuse de la tromper et Kyle tente de s'expliquer. Il dit qu'il a rencontré Urza Astérisque avant Astérisque, qu'elle n'existe dans ce monde. Mais que signifie cette phrase? Car elle est bel et bien là, devant eux. Lise refuse d'écouter. Elle insiste que s'il voyage seul, il finira forcément par collectionner toutes les femmes de la capitale royale. Alors elle le suivra, coûte que coûte. Kyle préfère ne pas argumenter davantage. Il réglera son CS plus tard. Pour l'instant, Urza est la priorité. Quand celle-ci se réveille, Kyle tente de lui expliquer la situation. Mais comment pourrait-elle croire une seule seconde qu'elle va le rencontrer dans 5 ans, qu'ils vont tomber amoureux et que c'est elle qui lui révélera son véritable nom? Un inconnu connaissant ce nom sacré représente un danger mortel pour elle. Et selon la logique elfe, il n'y a qu'un seul moyen d'éliminer cette menace. Le tuer. Kyle ne veut pas mourir. Pas tant qu'il n'a pas encore trouvé le moyen de sauver le monde de sa ruine. Il propose alors une solution. Établir avec elle une *** application de contrat ***, dans laquelle il jurera de ne jamais utiliser son nom à des fins maléfiques, jusqu'à ce qu'il lui révèle comment il l'a appris. Urza est stupéfaite. Il connaît donc l'existence des applications de contrat. Elle le teste. Sait-il ce qui arrivera s'il brise le contrat? Kyle répond sans hésiter. Oui,
je mourrai. Cela lui convient, mais elle ne peut effectuer cette application qu'à la pleine lune, et la prochaine est encore dans plusieurs semaines. Alors, elle exige qu'il reste à ses côtés jusque-là. Mais Kyle refuse. Il doit partir dès le lendemain. N'ayant plus d'autre option, ils prennent une décision. Urza l'accompagnera. Le jour suivant, ses parents le voient partir. Liz insiste pour venir avec lui, peu importe ce qu'il dit. Ils se retrouvent donc à voyager avec Liz, Theron et bien sûr Urza, qui le suit uniquement pour conclure leur pacte à la pleine lune. Alors qu'ils avancent, Kyle s'éloigne soudainement du chemin menant à la capitale royale. Liz, interloquée, lui demande pourquoi il s'éloigne. Kyle sort alors une vieille carte et annonce calmement qu'ils vont d'abord à Sungard. Il leur rappelle la légende qui entoure cette région, le labyrinthe de la reine magicienne. Il se moque de lui, affirmant qu'aucun trésor ne se cache là-bas. Theron va même jusqu'à le taquiner. Quelqu'un d'aussi obsédé par l'argent finira forcément par se faire avoir. Ils sont convaincus que la carte qu'il a achetée est une arnaque. Mais lorsqu'Urza l'examine, elle remarque que le papier est ancien, peut-être même authentique. Et puisque c'est une jolie fille qui le dit, tous décident soudainement de lui faire confiance. Cependant, Lies leur fait remarquer que l'endroit indiqué sur la carte est extrêmement éloigné et que le labyrinthe est terriblement profond. Kyle leur répond qu'il a un plan et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Il espère surtout que ce plan leur évitera de se battre. Ils comptent creuser un passage, tout simplement. Ils finissent par arriver au pied du légendaire labyrinthe et commencent à creuser. Theron, perplexe, demande pourquoi ils ne peuvent pas simplement y entrer normalement. Mais Kyle explique que le lieu est rempli de cercles magiques et que les affronter les plongerait dans de longues et pénibles batailles. Theron, encore plus confus, lui demande s'il a vu tout ça sur la carte. Kyle répond que non. Il sait tout cela par expérience. Il l'a déjà vécu. Il se souvient du chemin interminable, des pièges, des combats sans fin. Et il refuse de revivre cet enfer. Il avoue à demi-voix qu'il n'aurait jamais cru que sa première mission de futur héros serait de creuser. Heureusement, intervient pour le distraire. Prenant naturellement le commandement, elle leur explique comment creuser efficacement, et tout le monde, sans discuter, obéit à leur nouvelle chef de chantier. Après une journée d'efforts, ils s'installent autour d'un feu pour partager le repas préparé par Liz. Dès la première bouchée, chacun reste bouche bée devant la saveur du plat. Même Urza est surprise. Le repas semble lui rendre toute son énergie. Intriguée, elle remarque un sanglier suspendu à une branche et demande comment Lisée l'a attrapé. Lisée répond, avec un naturel désarmant, qu'elle l'a attrapé à la main, ce qui laisse Urza sans voix. Plus tard, Urza utilise sa magie pour créer une petite piscine naturelle, invitant Liz à venir s'y baigner avec elle. Pendant qu'elles se détendent, la conversation s'adoucit. Liz finit par confier à Urza qu'elle envie profondément les gens capables d'utiliser la magie, car elle n'en est pas capable. Urza admire sa grande force, qu'elle a utilisée pour capturer le sanglier, et lui demande si elle est devenue aussi forte grâce à Kyle, ce qu'elle admet. Elle dit à Urza qu'elle n'a pas à avoir peur du fait que Kyle connaisse sa vraie nature, car elle est certaine que Kyle ne peut pas lui faire de mal. Elle reconnaît qu'elle sait que Kyle cache quelque chose, mais elle est convaincue qu'il leur dira quand il estimera que ce sera le bon moment. Elles jouent comme deux sœurs, puis reprennent leur excavation. Urza retourne creuser avec Kyle, mais le confronte à propos de ses véritables intentions. Elle insiste sur le fait que les deux autres lui font peut-être confiance parce qu'ils le connaissent, mais elle ne le connaît pas, et n'a donc aucune raison de lui faire confiance. Elle révèle qu'elle sait que l'anneau à son doigt a un lien avec sa mission, et il admet qu'elle a raison. Il augmente sa force. Il continue à creuser pour tenter de la distraire, et heureusement, il atteint le trésor et lui demande d'aller chercher les autres. Ils arrivent tous et découvrent les pièces d'or. Theron court et se roule dans l'argent, tandis que les autres restent bouche bée. Il leur rappelle que cet argent ne sert qu'à atteindre son objectif plus rapidement, et non à des fins stupides. Profitant de leur distraction, il s'excuse et s'éclipse pour aller chercher son épée. Lorsqu'il l'approche, une lumière éclatante émane de l'arme. Un esprit en sort et admet que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu d'humain.